J'ai noté qu'en réalité, le taux d'impôt sur les sociétés n'a fait que décroître. Historiquement, le taux d'impôt sur les sociétés était entre 30 et 40%, comme tu le sais très bien. Aujourd'hui, 80% des pays ont un taux d'impôt sur les sociétés entre 20 et 30%, le taux moyen étant de 25%. Les nouvelles frontières de la fiscalité, un nouvel épisode, le 4e, que le temps passe vite, pour aborder le futur de la fiscalité, pour recruter des experts et leur permettre de s'exprimer, de prendre des paris sur le futur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois vulgariser la fiscalité, à la fois vous donner un œil d'expert. Et aujourd'hui, eh bien, on va quitter le monde des cabinets, on va quitter le monde de l'entreprise, on va s'intéresser à l'économie. Sébastien Gonnet, bonjour, vous êtes économiste à la base. Bonjour Stéphane, économiste, oui, dans un cabinet qui s'appelle Accuracy, cabinet de conseil financier et économique à l'origine française. Alors, Accuracy, même date de création, grosso merdo, je crois que De Gaulle-Fleurance. Tout à fait, on a fêté cette année nos 20 ans. Alors, 20 ans pour travailler sur toutes les problématiques économiques, financières, donc une vraie présence dans des grands comptes au niveau français, mais aussi au niveau international, puisque je crois vous couvrez une 60aine de pays de mémoire. Plutôt une dizaine, à terme j'imagine 60, mais effectivement le dénominateur commun de ce qu'on fait, c'est l'économie et la finance appliquées dans des situations de transactions, de litiges, de restructuration ou de stratégie. Alors, une place pleine et entière dans les nouvelles frontières de la fiscalité. Si on regarde aujourd'hui, en fait, l'expansion, le côté alignement au niveau international que veut l'OCDE de la fiscalité, et si on regarde l'économie française, quel regard, en fait, portez-vous? Est-ce qu'on est encore compétitif? Est-ce que dans ce monde global, dans cette économie globale, on peut encore se permettre ce que l'on essaie de voir aujourd'hui sur les déficits budgétaires abyssaux? Tout à fait, il y a un dénominateur commun aux pays les plus développés, à savoir depuis 20 ans un creusement du déficit, une augmentation de la dette, notamment du ratio dette sur PIB. Et ça, c'est équivalent pour l'ensemble des pays développés, mais également les pays émergents. Le taux moyen de déficit des pays les plus développés sur les 10-15 dernières années est autour de moins 3%. En ce qui concerne la dette, le Covid a fait exploser la dette publique, d'où une pression importante, évidemment, sur la fiscalité des entreprises. Alors, ces éléments d'explosion, c'est lié à un modèle économique où, on imagine pour le Covid, c'est une question de soutien économique à l'économie, mais est-ce qu'il y a aussi des éléments de déficit qui sont liés à une performance de l'administration ou un choix de société, comme on l'entend souvent? Il y a des éléments structurels et conjoncturels. Le Covid a eu un effet accélérateur. Et ce qui est extrêmement intéressant en période de débat budgétaire, c'est le lien entre ces déficits, l'explosion de la dette et l'effort qu'on va demander aux entreprises. À quel point on doit surenchérir la fiscalité des entreprises, que ce soit la fiscalité relative à l'impôt sur les sociétés, la fiscalité directe, la fiscalité indirecte, mais également les charges. Et à ce sujet-là, Stéphane, un point en préparant la session, j'ai noté qu'en réalité, le taux d'impôt sur les sociétés n'a fait que décroître depuis une vingtaine d'années. Historiquement, le taux d'impôt sur les sociétés était entre 30 et 40%, comme tu le sais très bien. Aujourd'hui, 80% des pays, sur une centaine de pays, ont un taux d'impôt sur les sociétés entre 20 et 30%, le taux moyen étant de 25%. Et cet allègement du taux d'impôt sur les sociétés peut laisser penser à chacun d'entre nous qu'en réalité, les entreprises sont bien traitées et qu'à ce titre, elles doivent contribuer encore plus à un moment donné où les comptes sont clairement dans le rouge. Alors, ce taux d'IS, c'est quand même un élément de marketing fiscal pour les États. Nos amis anglais sont en train de revoir un petit peu leur stratégie pour avoir plus d'attractivité. Dans le débat budgétaire en France, actuellement, les questions d'attractivité, et les amis de Ernst & Young ont sorti une enquête sur cette attractivité, cette capacité à attirer les investissements. C'est un petit peu réducteur de prendre juste l'IS comme les droits indirects, parce qu'il y a aussi les déductibilités, les règles un petit peu spécifiques. On parle souvent du crédit d'impôt recherche en France. Quel est votre regard en fait sur ces éléments qui sont un petit peu d'asymétrie, mais aussi de compétitivité? Tout à fait. En fiscalité, il y a toujours la base, le taux. On dit qu'un bon impôt est un impôt avec une base large et un taux faible. Ce qui est peut-être moins connu par le grand public, qui a cette perception que les entreprises, notamment les grandes entreprises, continuent à être agressives fiscalement. Ce sont l'ensemble des efforts des États dans une forme de coordination relativement à ce sujet. Et je dois dire, pour avoir commencé ma carrière sur ces sujets économico-fiscaux il y a 20 ans,
j'ai vraiment vu un avant et un après la crise financière 2008-2009 qui a été une prise de conscience que les entreprises, notamment multinationales, devaient plus contribuer. Suite à la crise financière, l'OCDE a été un chef d'orchestre formidable en termes de coordination internationale avec le projet dont on a beaucoup parlé qui s'appelle BEPS, un nom qui signifie Base Erosion Profit Shifting, pour limiter au maximum l'optimisation fiscale agressive. Et à ce titre-là, l'ensemble des pays ont suivi. Et une des réalités, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance, en tout cas dans nos pays développés, à beaucoup plus de volonté de conformité fiscale que ce que ça ne pouvait être il y a 20 ans. Alors c'est de la volonté, mais aussi de la vertu, puisque j'imagine que dans toute cette mouvance CSRD que vous devez observer de près chez Accuracy, les éléments de fiscalité vont faire partie de ce reporting extra-financier et de cette empreinte de l'entreprise, pas uniquement sur le carbone, mais aussi sur l'économie et la contribution à la société civile. Alors tout à fait, c'est le principe du pollueur-payeur. Il est clair que quand il deviendra plus coûteux pour une entreprise de faire de l'optimisation fiscale agressive que de ne pas en faire, les entreprises arrêteront. Et on est, selon moi, à ce moment-là où il est effectivement très coûteux d'être agressif fiscalement. Pourquoi ? Relativement aux pénalités fiscales qui peuvent être très significatives. Les administrations fiscales dans nos pays se sont dotées d'experts sur un ensemble de sujets. Premier point. Deuxièmement, il y a un certain nombre de pays où les risques pénaux sont désormais associés aux risques fiscaux. Et notamment la France. Et tu l'as mentionné, le risque réputationnel. Un des enjeux pour les entreprises aujourd'hui est évidemment d'avoir une bonne réputation vis-à-vis de ses clients, mais aussi d'avoir une très bonne réputation vis-à-vis des jeunes qui recrutent. Et personne n'a envie d'aller dans une entreprise qui est notoirement connue pour être très agressive fiscalement. En tout cas, les jeunes générations, naturellement, s'en éloigneraient. Ce que vous êtes en train de dire, alors notamment pour les grandes entreprises, mais c'est vrai que les petites, si elles ne sont pas à l'international, c'est un petit peu plus compliqué de profiter des asymétries de traitements fiscaux qui faisaient le bonheur de l'optimisation fiscale. Les grandes entreprises, du coup, on a une bonne idée quand même de leurs résultats. Du coup, ce que vous dites, c'est que c'est assez facile de voir la rentabilité de l'impôt et d'arriver à mettre le curseur au bon endroit jusqu'à la limite que ces entreprises peuvent accepter. Il y a une très grande transparence, une transparence accrue de l'information, notamment dans les rapports de gestion des entreprises vis-à-vis, comme je disais, de l'ensemble de leurs parties prenantes. Et effectivement, cet aspect est clé dans les décisions que peuvent prendre les directions financières et les directions fiscales. Toute décision que celles-ci prennent, il faut savoir qu'elle sera connue à un moment donné de ses clients, de ses fournisseurs, de ses employés, des jeunes diplômés qui viendront les rejoindre. J'imagine aussi des administrations, parce que l'œil que vous avez d'économistes sur la performance de l'État et notamment sa capacité à recouvrer l'impôt, puisqu'on parle de base, on parle de taux, mais on parle aussi de rentabilité de l'impôt à récupérer. La France est plutôt performante là-dessus. Quel regard vous portez aussi sur l'évolution de l'administration fiscale française, peut-être plus collaborative, peut-être avec la possibilité aujourd'hui de faire tourner des modèles de manière plus efficace qu'on ne le faisait par le passé, avec des clauses de revoyure qui pourraient fonctionner sur des dispositifs fiscaux que nos parlementaires imaginent ? Tout à fait. Alors historiquement, quand on regarde le panel des pays, il y a eu des administrations qui étaient plutôt dans le contrôle, d'autres, notamment la France, d'autres plutôt dans la prévention, comme les Pays-Bas. Et effectivement, il semble qu'il y ait un mouvement vers un mix de contrôle et de pénalités pour les entreprises qui seraient les plus dans le collimateur, et à l'inverse, une capacité pour les entreprises à entrer en relation avec l'administration, engager un échange au préalable pour sécuriser un certain nombre d'opérations. Au titre d'un sujet que je connais, à savoir les prix de transfert. Donc les prix de transfert, c'est le sujet des flux intragroupes, de l'allocation de profit des multinationales entre les différents pays. Qui permet du coup de faire le plus facilement bouger du profit d'un État à un autre. Oui, alors en fait, les prix de transfert, à l'origine, c'est une nécessité pour un groupe, à savoir que quand on a une usine dans un pays A et un distributeur dans un pays B, on n'a pas le choix que d'émettre une facture entre l'usine et le distributeur. Et ce prix doit être un prix de marché. Et aujourd'hui, les administrations ont la capacité de contrôler que le prix est réellement un prix qu'on appelle de pleine concurrence. Donc les prix de transfert c'est une obligation pour les entreprises, puisque sinon elles ne pourraient pas opérer dans différentes juridictions.
Et sur ce sujet-là, depuis déjà plus d'une dizaine d'années, il y a cette capacité pour les contribuables d'aller voir l'administration et de dire, voilà, moi j'ai mon usine en France, j'ai mes distributeurs qui sont en Angleterre, en Allemagne et en Italie. La méthode que je souhaite employer pour fixer le prix de ce semi-conducteur, par exemple, alors un peu d'usines de semi-conducteurs, mais enfin ce prix de quelques-unes, voilà, prenons cet exemple-là. La méthode que je souhaite employer, c'est celle-ci. Et l'administration, après revue du dossier, a la capacité de mettre un tampon en considérant que la méthode est correcte, ce qui sécurise l'entreprise dans ses opérations. Donc ça, ce sont les accords préalables sur les prix. Mais il y a d'autres mécanismes qui existent, notamment la relation de confiance, qui est un nouveau mécanisme qui permet aux entreprises d'entrer en relation avec l'administration fiscale française. À titre personnel, je considère que ces mécanismes sont extrêmement importants parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent avoir cette assurance en amont, ex ante, que leurs propositions, leurs idées, notamment d'allocation de profit, est bien conforme à l'idée que pourrait s'en faire l'administration, plutôt que d'attendre 3 ans un éventuel redressement. Vous qui avez la chance de voir pas mal de dirigeants chez Accuracy, est-ce que c'est un élément en fait, qui est un petit peu plus présent, avec plus de maturité, ce n'est pas péjoratif dans ce que je dis, le monde a changé, auprès des dirigeants d'entreprise? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une implication maintenant de cette fiscalité, je vais dire de manière saine, pour accompagner le business, notamment sur les aspects indirects, puisque la douane, par exemple, certains systèmes douaniers sont particulièrement performants. Quand vous travaillez sur des optimisations de supply chain, donc de temps pour amener un produit vers le consommateur final, est-ce que c'est un élément qu'on prend en compte aujourd'hui? Alors, le risque relatif à la douane a rarement été le risque financier, ça a été le risque de l'immobilisation des produits. Et quand on parle d'immobilisation du produit, là, on n'est plus sur des sujets financiers, on est sur des sujets de supply chain, d'approvisionnement des clients, d'impact réputationnel au titre d'une marque. De date limite de conservation. De date limite de conservation. Et là, effectivement, ces sujets-là sont au cœur des décisions. Alors, c'est peut-être pas le CEO, mais clairement, le CEO, le responsable des opérations, c'est un sujet fondamental. Et notamment, il y a quand même un grand mouvement depuis le Covid de ce qu'on appelle le nearshoring, la capacité ou la nécessité pour les grands groupes de s'approvisionner au plus près pour justement avoir un peu plus d'indépendance, un peu plus d'agilité, d'être avec des partenaires qui sont dans des pays amis, favorables, pour éviter en fait toutes ces ruptures de chaîne de valeur ou de supply chain. Alors, la vue de l'économiste sur l'Europe, justement, on est un continent assez contrasté au niveau fiscal, et il y a de la compétitivité à l'intérieur de l'Europe. Votre pari pour l'avenir, c'est que tout le monde s'aligne, ou est-ce qu'on va finalement utiliser les possibilités que la fiscalité permette de mieux financer le développement d'un État, comme ça a été le succès de l'Irlande, par exemple? Alors moi, quand j'ai commencé il y a quelques années, quasiment 20 ans, on était sur le point d'avoir ce qu'on appelle une EU Common Consolidated Tax Base. C'était une base consolidée en Europe, c'était en 2002. Et nos amis anglais ont essayé de la pirater. Pas loin. L'idée étant simple, c'était se dire, en fait, pour l'ensemble des pays européens, plutôt que chacun taxe son petit bout de profit, calculons un profit commun européen, par exemple du profit européen d'une entreprise américaine, et ensuite on alloue de manière juste et équilibrée ce profit-là entre les pays. C'était en 2002, on est en 2024, ça n'a toujours pas eu lieu. C'est ce que l'OCDE fait finalement avec Pilier 2 ? C'est ce que l'OCDE souhaite faire, mais je lisais encore ce matin que et Pilier 1 et Pilier 2 vont évidemment faire face aux conséquences de l'élection américaine, et il est très incertain que ces deux réformes majeures puissent aboutir. En 2 mots, de quoi s'agit-il? Pilier 2, c'est l'impôt minimum à 15%, qui a déjà été adopté dans un certain nombre de pays en Europe, mais qui n'a, il me semble, d'intérêt que si les Américains l'adoptent également au niveau international. Ça a évidemment un impact fondamental sur le succès de la réforme. Pilier 1, c'est une réforme très originale qui est très peu connue, qui en fait, à l'origine, c'est le seul échec de BEPS est sur la taxation des modèles digitaux. BEPS a échoué à taxer efficacement
les modèles digitaux, en tout cas à A un formuler... peu isoler le problème dans la première activité. Exactement. En disant, là, il y a les Américains, ça va être un peu compliqué, donc occupons-nous du reste. Voilà, ça a été... Pas un vrai échec. Mais voilà, ils l'ont isolé en considérant qu'il faille le traiter plus tard. Ça va être plus long. Ce qui, le plus tard étant maintenant, avec cette idée donc, de pilier 1 qui consiste à dire que les GAFAM ou les autres entreprises digitales, ou même des entreprises digitales européennes, doivent avoir des profits taxés plus proches des consommateurs, plus proches des utilisateurs, alors même qu'ils n'ont pas forcément besoin d'opérations très larges dans leur pays d'opération. En tant qu'utilisateur, même si je suis actif vis-à-vis du réseau, donc j'ai une interaction vis-à-vis du réseau, il n'est pas nécessaire que l'entreprise ait des opérations terrestres extrêmement développées pour qu'il y ait une attraction de la base taxable dans les pays d'opération. Ça, c'est pilier 1, c'est un découpage du profit de ces entreprises, y compris les entreprises européennes, ce n'est pas que les entreprises américaines. Un découpage de ce profit au bénéfice des marchés, mais là encore, si les États-Unis ne rentrent pas dans pilier 1 s'écroule. Oui, parce qu'en plus, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire au niveau européen en oubliant les Américains, les Chinois, les pays émergents et toutes ces choses. Tout à fait. Et donc la conséquence de l'écroulement de ce fameux pilier sera vraisemblablement le maintien de ce qu'on avait appelé les digital taxes, c'est-à-dire une taxe en fait unilatérale, pays par pays. La France va être en avance finalement. La France l'avait mise en place en anticipation, alors je n'imagine pas de l'échec de mesures, mais en anticipation de difficultés à des niveaux multilatéraux. Quel conseil on pourrait donner du coup à des chefs d'entreprise aujourd'hui qui regardent la fiscalité et même aussi à des directeurs fiscaux qui sont quelquefois un petit peu dans le flux de l'action et là vont avoir une clôture à faire un petit peu compliquée? Alors, la difficulté pour les directions financières et fiscales et pour les entreprises en général, c'est évidemment l'incertitude. Là, l'incertitude, elle est totale sur quelles seront les mesures fiscales qui toucheront ou pas les entreprises. Tu as totalement raison de dire que l'impôt sur les sociétés n'est qu'une partie. Il y a évidemment un ensemble de frais directs, indirects, et notamment un des enjeux, c'est plutôt l'alourdissement des charges. La réalité de beaucoup de directions financières et de directions fiscales, c'est la conformité, la nécessité de se tenir à jour d'une conformité qui devient extrêmement complexe et coûteuse, avec un ensemble d'outils. Je crois que tu vas en parler dans d'autres sessions. Les directions fiscales et financières vont devoir se doter d'outils de reporting clairs, avec une information à jour, y compris sur les exigences de l'ensemble de leur pays d'opération en matière de déclaration de revenus, déclaration de transactions. Et donc, il y a ce sujet de vigilance globale, ce sujet de conformité. Il y a également un sujet de continuer à attirer des talents sur la matière fiscale, d'avoir, historiquement, il y avait des très bons fiscalistes dans les cabinets, dans les entreprises. La matière fiscale est une matière extrêmement complexe, mouvante. Et effectivement, une des questions majeures qui va se poser, c'est ce succès du multilatéralisme qu'on a observé dans les années 2010-2020, avec l'apogée de l'OCDE. Est-ce que le monde de demain va permettre un multilatéralisme sur les sujets fiscaux, comme sur les sujets environnementaux? Et un des points que je souhaitais faire valoir pour éclairer la discussion, peut-être la conclure, est le suivant. Il faut se souvenir que l'impôt sur les sociétés, c'est que 15% des recettes fiscales. Donc il y a quand même 80 à 90%. Oui, et puis les indirects, la TVA et tout ça sont quand même la meilleure fiscalité. Exactement, qui n'est donc 84%. Donc il faut quand même avoir des chiffres bien établis quand on dit oui, en fait, on va faire peser l'effort sur les entreprises avec un renchérissement de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est 15%. Ça représente au niveau mondial 3% du PIB. Un des points clés des réformes, on a parlé de certaines, BEPS, la réforme pilier 1, pilier 2, le minimum taxe à 15%, ça visait à augmenter au maximum, si le multilatéralisme est un succès, de 5% ses recettes fiscales. On parle de 5%, de 3% du PIB. Donc, si mes calculs sont bons, 0,15%. Une des conclusions évidentes, c'est que pour réduire la dette et pour financer
tous les investissements dont on va avoir besoin, notamment pour réussir la transition énergétique, l'IA, digitale. C'est évidemment pas sur des réformes techniques d'impôt sur les sociétés, mais évidemment beaucoup plus sur des enjeux de compétitivité, de croissance et de modèles vertueux pour l'avenir. Oui, ce qui veut dire derrière quand même des mécanismes comme le crédit d'impôt recherche, qui tous les ans est remis en cause ou sur la table ou en discussion, sont extrêmement importants. Ça veut dire que l'emploi de demain, c'est un petit peu l'entreprise qui va le faciliter, et donc il faut l'aider à pouvoir développer cet emploi. Et dernier élément, quand on regarde dans CSRD la publication du modèle économique, de tous ces éléments de transparence, on a tous les éléments d'analyse pour comprendre les entreprises, si on a envie de les comprendre. Mais est-ce que ce n'est pas une réaction politique, parce que les entreprises ne votent pas finalement, que de vouloir les faire payer plus, car elles n'ont pas d'urne directe à remplir? En tout cas, l'enjeu, c'est vraiment un enjeu de compétitivité, de croissance pour l'Europe, notamment, tu l'as cité, relativement à ces sujets d'intelligence artificielle, mais pas uniquement, de modèles durables. On a des atouts formidables, y compris sur les sujets environnementaux, énergétiques, tech, et c'est évidemment ces sujets qu'il faut faire valoir. Le crédit d'impôt recherche, selon moi, a été une excellente mesure qui a permis d'attirer, conserver un très grand nombre de talents en France, de faire émerger des très très belles sociétés. Effectivement, c'est de l'investissement de l'État, de la collectivité, qui est utile pour la croissance et la compétitivité de demain. Sébastien Gonnet, économiste et associé d'Accuracy, un grand merci. Un grand merci aussi à Hervé et à Tiffaine qui nous permettent de réaliser dans les locaux de l'AMI Liaison groupe Carnot cette émission. Et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles frontières de la fiscalité.